Une sitcom légère sur une sorcière de banlieue, que pourrait-il bien se passer de travers? Beaucoup de choses, en réalité. Derrière les rires et les tours de magie, Ma sorcière bien-aimée cachait une ombre que peu de fans ont perçue. Le pilote a été lu le jour même de l'assassinat de John F. Kennedy. Pendant toute la durée de la série, la tragédie a frappé à plusieurs reprises. Plusieurs acteurs sont morts jeunes, parfois dans des circonstances mystérieuses ou bouleversantes. Très vite, des rumeurs ont commencé à circuler, la série serait maudite. Ajoutez à cela un épisode en blackface qui a pourtant remporté un prix, un changement d'acteur jamais expliqué et un divorce bien réel qui a discrètement mis fin à la série. Et soudain, ma sorcière bien-aimée semble bien moins innocente. Ces 15 faits étranges révèlent la vérité troublante, controversée et parfois inquiétante qui se cache derrière l'une des séries les plus aimées des États-Unis. La magie était réelle, mais le prix à payer aussi. Ma sorcière bien-aimée. Diffusée pour la première fois le 17 septembre 1964, la série est arrivée à une époque où la télévision américaine était dominée par des sitcoms familiales traditionnelles comme The Donna Reed Show ou Father Knows Best. Mais Ma sorcière bien-aimée a renversé la formule, littéralement, en présentant une épouse de banlieue qui se trouvait être une sorcière. Elizabeth Montgomery incarnait Samantha Stephens, une femme charmante et élégante qui tombe amoureuse d'un mortel, Darin, et décide de vivre une vie normale, sans magie. Bien sûr, le plan tourne à la catastrophe à chaque épisode. Voisins curieux, belle-mère envahissante et sorts incontrôlés rythmaient les aventures du couple. Produite par William Asher, le mari de Montgomery à l'époque, la série a connu un succès fulgurant. Dès sa première saison, elle s'est classée numéro 2 des audiences Nielsen, juste derrière Bonanza. En 8 saisons, elle a diffusé 254 épisodes, passant du noir et blanc à la couleur dès la saison 3, signe d'un budget et d'un prestige en pleine expansion. Plus qu'un simple succès d'audience, Ma sorcière bien-aimée a marqué la culture populaire. Elle a injecté une touche de fantastique dans la sitcom domestique et remis en question les rôles de genre et le conformisme de l'Amérique d'après-guerre. Samantha, douce et polie en apparence, représentait une femme puissante forcée de cacher sa véritable nature. Une métaphore que les féministes, les publics marginalisés ou quiconque se sentait contraint de rentrer dans le moule n'ont pas manqué de relever. Le succès de la série a engendré tout un genre de comédie surnaturelle, de Ginny de mes rêves à la famille Addams, jusqu'à Sabrina, l'apprentie sorcière dans les années 1990. Son influence a même traversé les frontières avec des adaptations en Argentine, au Japon, et un film sorti en 2005 avec Nicole Kidman. Ma sorcière bien-aimée n'a pas seulement ensorcelé le public. Elle a redéfini la magie télévisuelle, le petit Twitch devenu légendaire. Le célèbre mouvement de nez de Samantha est devenu l'un des gestes les plus emblématiques de la télévision. Mais sa réalité est bien différente. Contrairement à ce que croyaient les spectateurs, Elizabeth Montgomery ne remuait pas réellement son nez. C'était en réalité un léger mouvement de sa lèvre supérieure, une habitude nerveuse qu'elle avait dans la vie courante. William Asher, son mari et réalisateur de la série, remarqua ce tic au début du tournage et décida d'en faire un signe magique. Les monteurs y ajoutèrent un petit son et un zoom rapide, créant l'illusion d'un twitch surnaturel. Le résultat, de l'or télévisuel. Les fans étaient fascinés par ce geste au point de demander à Montgomery de le refaire en public, ce qu'elle ne pouvait pas vraiment faire sans l'aide du montage. Malgré tout, ce petit mouvement devint la signature de Ma sorcière bien-aimée, une chanson à paroles cachées. Tout le monde reconnaît le générique jazzy et entraînant de la série, mais peu savent qu'il existait avec des paroles. Écrite par Howard Greenfield et Jack Keller, la version chantée fut enregistrée en 1965 par le crooner Steve Lawrence dans un style lounge élégant. Les paroles racontaient une romance ensorcelante, Bewitched, bewitched, you've got me in your spell. Mais les producteurs craignaient
que la chanson ne détourne l'attention du public et décide finalement de ne garder que la version instrumentale, préservant ainsi le mystère du générique, la statue de Salem. En 2005, la chaîne TV Land fit ériger une statue en bronze de Samantha Stephens au cœur de Salem, Massachusetts. Assise sur un croissant de lune, souriante, elle rendait hommage à l'un des personnages les plus emblématiques de la télévision. Mais l'initiative divisa la population. Certains habitants, notamment des historiens locaux, jugèrent la statue déplacée. Selon eux, elle banalisait la tragédie des procès en sorcellerie de 1692 où 20 innocents furent exécutés. Associer une figure fictive et joyeuse à un passé si sombre paraissait irrespectueux. Malgré la controverse, la statue trône toujours à Lapin Park. Pour les touristes et les fans, elle reste un symbole, à la fois d'enchantement et de controverse. La malédiction de ma sorcière bien-aimée. Une étrange ombre semblait planer sur ma sorcière bien-aimée dès le tout début. Le casting s'est réuni pour sa toute première lecture de script le 22 novembre 1963, le jour même où le président John F. Kennedy a été assassiné à Dallas. L'équipe aurait appris la tragédie en pleine séance. Le tournage fut immédiatement interrompu et beaucoup se souviennent encore du silence glaçant qui envahit le studio cet après-midi-là. C'était un jour de deuil national, mais pour l'équipe de ma sorcière bien-aimée, il marqua aussi le premier d'une longue série de coïncidences troublantes. Au fil des années, les tragédies du monde réel semblaient se mêler sans cesse à la production. En avril 1968, alors que la saison 4 était en tournage, Martin Luther King Jr. fut assassiné à Memphis. 2 mois plus tard, Robert F. Kennedy fut tué à Los Angeles, à moins de 30 kilomètres des studios où la série était tournée. À chaque fois, l'équipe interrompit le travail pour observer un moment de silence. Pour certains, c'était comme si les heures sombres de l'histoire suivaient la série partout où elle allait. Puis vinrent les drames personnels. Alice Pierce, la première interprète de la voisine curieuse Gladys Kravitz, luttait en secret contre un cancer des ovaires en phase terminale pendant la saison 2. Elle mourut peu après la fin du tournage en 1966, à seulement 48 ans. 2 ans plus tard, Marion Lorne, la tante Clara, aussi maladroite qu'adorable, s'éteignit soudainement avant la 5e saison. Toutes deux reçurent un Emmy à titre posthume. Dick York, le premier Darrin Stephens, dut quitter la série en 1969 à cause d'une maladie grave et mourut dans la misère en 1992, à 63 ans. Même Elizabeth Montgomery, l'étoile radieuse de la série, succomba à un cancer en 1995, à seulement 62 ans. Avec le temps, les fans commencèrent à murmurer au sujet d'une soi-disant malédiction de ma sorcière bien-aimée. Une succession de morts prématurées, de maladies et de coïncidences étranges. Qu'il s'agisse d'un simple hasard ou de quelque chose de plus surnaturel, la magie de la série semblait toujours porter avec elle un frisson inquiétant. Le secret tragique d'Alice Pierce. Alice Pierce, qui incarnait la voisine indiscrète et hystérique Gladys Kravitz, est devenue l'un des personnages les plus aimés et les plus inoubliables de ma sorcière bien-aimée. Un parfait mélange de curiosité maladive, de nervosité et de tendresse. Mais ce que le public ignorait, c'est que derrière son humour et ses mimiques exagérées, Pierce se battait silencieusement pour sa vie. Avant même de rejoindre la série, Alice avait reçu un diagnostic fatal. Un cancer des ovaires incurable, détecté au début des années 1960. Une opération avait prolongé sa vie, mais les médecins lui avaient clairement dit qu'elle ne guérirait pas. Refusant de se laisser abattre, elle accepta le rôle de Madame Kravitz en 1964, se plongeant corps et âme dans le travail avec l'énergie comique qui avait fait d'elle une vedette de Broadway et des cabarets new-yorkais. Son personnage devint vite culte. La commère du voisinage qui aperçoit toujours les tours de magie de Samantha,
sans jamais être crue par son mari, Abner. Ce que les téléspectateurs ignoraient, c'est que nombre de ces scènes furent tournées alors qu'Alice souffrait atrocement. Elle cacha sa maladie à l'équipe, craignant d'être remplacée si la vérité éclatait. Elizabeth Montgomery confia plus tard que personne ne soupçonnait son état, car Alice ne s'est jamais plainte une seule fois. Elle souriait toujours. À mesure que son état empirait pendant la saison 2, Pierce continua de tourner jusqu'à ce qu'elle soit physiquement incapable de se tenir debout. Sa dernière apparition à l'écran fut diffusée quelques mois avant sa mort, survenue le 3 mars 1966. Elle n'avait que 48 ans. La communauté télévisuelle lui rendit hommage en lui décernant à titre posthume l'Emmy Award de la meilleure actrice dans un second rôle comique. Elizabeth Montgomery le reçut en son nom, la voix tremblante d'émotion. Ce fut un moment à la fois déchirant et magnifique. L'hommage à une actrice dont l'humour, la grâce et le courage silencieux avaient donné à ma sorcière bien-aimée son humanité la plus profonde. Le secret des jumelles. Peu de spectateurs le savaient à l'époque, mais l'un des bébés les plus célèbres de la télévision n'était pas joué par une seule enfant, mais par deux. Pour incarner Tabitha Stephens, la fille de Samantha et Darin, la production fit appel à des jumelles identiques, Erin et Diane Murphy. Cette pratique était courante dans les années 1960 pour contourner les limites imposées au temps de tournage des enfants. Diane et Erin se partageaient les scènes selon leur humeur du jour. L'une souriante, l'autre grognon, selon la légende du plateau. Au fil des saisons, Erin finit par incarner seule le rôle, devenant le visage officiel de Tabitha que tout le monde se souvient avoir vu grandir. Mais derrière cette décision se cache aussi une part de tension familiale. Diane, écartée progressivement du tournage, aurait longtemps souffert d'être l'autre jumelle effacée de la gloire de sa sœur. Ce double jeu à l'écran et dans la vie ajouta, encore une fois, une nuance étrange à la magie de ma sorcière bien-aimée. La cousine secrète de Samantha, la cousine espiègle de Samantha, Serena, apportait à ma sorcière bien-aimée une touche de folie et de modernité. Ce que peu de téléspectateurs savaient, c'est qu'elle était en réalité interprétée par Elizabeth Montgomery elle-même, coiffée d'une perruque brune et adoptant une attitude rebelle et groovy. Pour prolonger le jeu hors écran, les crédits mentionnaient que Serena était jouée par une certaine Pandora's Box, un jeu de mots astucieux sur Pandora's Box, conçu pour dissimuler le double rôle de Montgomery. Le stratagème fonctionna à merveille. Bien plus de spectateurs qu'on ne l'imagine tombèrent dans le panneau. Elizabeth Montgomery reçut même du courrier adressé à Mademoiselle Spox, certains fans étant persuadés qu'il s'agissait d'une véritable actrice distincte. Ce fut l'un des secrets les mieux gardés et les plus amusants de la série. L'obsession bien réelle de Tante Clara. L'interprétation de Marion Lorne dans le rôle de la gentille mais maladroite Tante Clara est devenue l'un des piliers affectifs de ma sorcière bien-aimée. Son trait distinctif. Une fascination pour les vieilles poignées de porte qu'elle collectionnait avec passion. Ce détail n'était pas une invention du scénario. Il venait directement de la vie réelle de l'actrice. En dehors des plateaux, Marion Lorne possédait une impressionnante collection de poignées venues du monde entier, fascinée par leur artisanat et leur histoire. Lorsque les producteurs découvrirent ce passe-temps, ils lui demandèrent d'en prêter quelques-unes pour la décoration du décor. Ainsi, une grande partie des poignées visibles dans la maison encombrée de Tante Clara provenaient de sa collection personnelle. Cette authenticité renforça encore l'attachement du public à son personnage. En 1968, peu après sa mort subite d'une crise cardiaque à 84 ans, Marion Lorne reçut à titre posthume l'Emmy Award de la meilleure actrice dans un second rôle comique. Par respect, la production décida de ne jamais remplacer Tante Clara, un geste rare pour l'époque. Un paradoxe féministe et raciste. Si ma sorcière bien-aimée a ouvert de nouvelles voies, notamment en détournant avec humour les rôles de genre, la série n'a pas échappé à la critique pour son manque d'inclusivité
et sa vision limitée du féminisme. Samantha Stephens, interprétée par Elizabeth Montgomery, était une femme puissante, contrainte de dissimuler sa véritable nature pour se conformer aux attentes patriarcales de la banlieue américaine. À première vue, la série semblait tourner en dérision l'idéal de la ménagère soumise des années 1960. Mais comme l'a souligné la chercheuse Phoebe Bronstein, la métaphore d'une femme surnaturelle qui passe pour normale contient une ambiguïté. Samantha choisit de cacher ses pouvoirs là où d'autres, notamment les personnes racisées à cette époque, n'avaient aucun contrôle sur la manière dont la société les percevait. L'absence totale de personnages noirs ou latinos renforce encore l'image d'un monde blanc et bourgeois, reflet des limites culturelles de la télévision américaine d'alors. Le dilemme des deux darins. Le départ soudain de Dick York en plein milieu de la saison 5 laissa les fans perplexes pendant des décennies. À l'écran, son personnage, Darren Stephens, le mari mortel et publicitaire nerveux, disparu du jour au lendemain, remplacé sans explication par un nouvel acteur. La réalité, en coulisses, était bien plus tragique. En 1959, sur le tournage du western They Came to Cordura avec Gary Cooper, York subit un accident grave. En soulevant une draisine avec un partenaire de scène, il se déchira les muscles du dos du côté droit. La blessure ne guérit jamais complètement, et il vécut avec des douleurs chroniques qui l'accompagnèrent jusqu'à la fin. Au début de Ma sorcière bien-aimée en 1964, il dépendait déjà de puissants antalgiques pour tenir le rythme. Les longues journées de tournage finirent par l'épuiser physiquement et mentalement. En 1969, lors de l'épisode Daddy Does His Thing, il s'effondra sur le plateau et fut transporté à l'hôpital. Il n'y revint jamais. La chaîne ABC le remplaça discrètement par Dick Sargent, qui apparut dès l'épisode suivant. Fait étonnant, la série ne fit jamais allusion à ce changement. Aucune explication, aucun clin d'œil au spectateur, un effacement total, magique mais déroutant. Certains fans apprécièrent la douceur de Sargent, d'autres restèrent de fidèles à l'intensité nerveuse de York. Le débat sur « le meilleur darin » divise encore les nostalgiques. Après son départ, Dick York connut la pauvreté, l'addiction, puis trouva une nouvelle vocation dans l'aide aux sans-abri. Son histoire n'était pas qu'un simple changement de casting, c'était un drame humain caché derrière les rires en boîte. L'ultimatum d'Elizabeth Montgomery. Lorsque Ma sorcière bien-aimée atteignit sa 8e saison en 1971, Elizabeth Montgomery en avait assez. Ce qui avait commencé comme un projet passionné, créé par son mari de l'époque, le réalisateur et producteur William Asher, était devenu une épreuve émotionnelle. Leur partenariat créatif, autrefois puissant, s'était délité en même temps que leur mariage. Malgré leurs efforts pour garder les apparences professionnelles, les tensions sur le plateau étaient palpables. D'après plusieurs sources, dont des témoignages de collègues et les propres récits d'Asher, Montgomery devenait de plus en plus distante. Elle arrivait souvent quelques minutes avant le tournage, puis quittait immédiatement le plateau une fois les prises terminées. En privé, elle confia à l'un des producteurs exécutifs, Harry Ackerman, qu'elle n'accepterait une 9e saison qu'à une seule condition, qu'Asher soit écarté de la production. Ackerman refusa. Bien qu'elle soit encore sous contrat pour 2 saisons, Montgomery décida de partir. Sa vie personnelle avait changé, elle avait entamé une nouvelle relation avec l'acteur et réalisateur Richard Michaels, qui avait dirigé plusieurs épisodes de la série. Travailler chaque jour auprès de son ex-mari était devenu insoutenable. Sans Samantha, il n'y avait plus de Ma sorcière bien-aimée. En 1972, ABC mit fin à la série en silence. Aucun épisode d'adieu, aucun dernier sortilège. La magie s'éteignit tout simplement. Un épisode très spécial et troublant. L'un des épisodes les plus discutés et les plus dérangeants de la série est sans doute Sisters at Heart, diffusé la veille de Noël, 1970. L'épisode se voulait révolutionnaire pour son temps. Une tentative de dénoncer le racisme à 1 heure de grande écoute.
Mais si l'intention était louable, la mise en scène provoqua un malaise durable, notamment à cause d'une scène jugée aujourd'hui comme du blackface. L'histoire de cet épisode est pourtant belle. Il fut coécrit par une classe de 26 élèves afro-américains du Jefferson High School de Los Angeles dans le cadre d'un programme éducatif d'ABC appelé The TV Workshop. Sous la direction de leur professeur Marcella Saunders et du producteur William Asher, les étudiants créèrent un scénario centré sur l'amitié et l'égalité raciale. Elizabeth Montgomery adora l'idée et insista pour qu'il soit tourné. Dans l'épisode, Tabitha, la fille de Samantha et Darin, devient la meilleure amie d'une fillette noire, Lisa. Quand un client raciste s'oppose à leur amitié, Tabitha lance un sort qui fait apparaître des pois noirs et blancs sur leur visage. Une métaphore censée illustrer leur unité, mais dont la mise en image évoquait involontairement le blackface. À l'époque, Sisters at Heart fut salué comme un épisode audacieux et reçut un Governor's Award de l'Académie des arts et sciences de la télévision. Mais avec le recul, de nombreux critiques y voient un exemple de bonnes intentions mal exécutées. Aujourd'hui encore, l'épisode divise. Chef-d'œuvre humaniste pour certains, maladresse raciale pour d'autres. Le spin-off oublié. Après la fin de la série en 1972, ABC n'était pas prête à abandonner la magie. La chaîne lança l'idée d'un spin-off centré sur Tabitha Stephens, désormais adulte et tentant de gérer ses pouvoirs sans sa mère. Mais le projet connut de nombreux errements. Le ton oscillait entre comédie légère et soap surnaturelle. Elizabeth Montgomery refusa d'y participer et la mort d'Agnes Moorehead priva la production d'un autre pilier essentiel. Le concept fut mis de côté, jusqu'en 1977, où une nouvelle version vit le jour, sobrement intitulée Tabitha, avec Lisa Hartman dans le rôle principal. Le résultat, une confusion totale. Les personnages avaient changé, l'histoire de famille aussi, et l'esprit de la série originale semblait perdu. Malgré quelques instants charmants, le charme n'opéra pas. La série fut annulée après seulement 11 épisodes. Aujourd'hui, Tabitha reste une leçon pour les producteurs. La foudre ne frappe jamais deux fois dans le même chaudron. Barbara Eden met fin à la rumeur. Pendant des décennies, les fans adorèrent comparer ma sorcière bien-aimée à Ginny de mes rêves, allant jusqu'à inventer une rivalité entre leurs deux stars, Elizabeth Montgomery et Barbara Eden. Deux blondes magiques, deux amours impossibles, deux séries cultes des années 1960, tout semblait prêt pour un duel médiatique. Mais selon Barbara Eden, cette rivalité n'a jamais existé. « Il n'y a jamais eu de compétition entre nous », déclara-t-elle à The Archive of American Television. « Nous étions enceintes à peu près en même temps et nous parlions souvent pendant le maquillage. » Les tensions, expliqua-t-elle, étaient entièrement fabriquées par les médias et les producteurs, désireux d'alimenter la rivalité entre NBC et ABC. Montgomery, de son côté, trouvait les comparaisons amusantes et considérait Ginny comme une série très différente, plus fantaisiste et burlesque, tandis que Ma sorcière bien-aimée reposait sur la satire sociale et les mœurs suburbaines. Une autre Endora. Difficile d'imaginer quelqu'un d'autre qu'Agnes Moorehead dans le rôle flamboyant d'Endora. Pourtant, elle ne fut pas le premier choix. Le rôle avait initialement été proposé à l'actrice britannique Bea Benaderet, célèbre pour ses apparitions dans The George Burns and Gracie Allen Show et Petticoat Junction. Benaderet refusa pour cause d'emploi du temps et la production dut chercher une remplaçante à la hâte. Agnes Moorehead, comédienne shakespearienne et 4 fois nommée aux Oscars, fut alors engagée. Personne ne s'attendait à ce qu'elle s'impose dans une sitcom, mais son charisme théâtral transforma Endora en une figure mythique, exubérante, spirituelle et presque divine. Moorehead ajouta sa propre touche. Elle choisit elle-même la plupart de ses costumes, insistant pour ne jamais apparaître en vêtements mortels. Ce choix fit d'Endora une véritable icône de style et donna à la série une aura presque mystique,
Alors, combien de ces secrets connaissiez-vous déjà? Entre les tragédies bien réelles, les pseudonymes cachés, les émis posthumes et les statuts controversés, le monde de Ma sorcière bien-aimée fut aussi fascinant et troublé que sa magie à l'écran. Que vous soyez plutôt équipe Dick York ou équipe Dick Sargent, une chose est certaine. Le charme de Ma sorcière bien-aimée ne s'est jamais dissipé. Et vous, quel moment de la série vous a le plus marqué? Dites-le nous en commentaire. Et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires méconnues des séries cultes.